Prends-toi un petit thé, un petit café. Aujourd'hui, on est là pour gossiper sur les dernières sponsors. Aujourd'hui au programme, on va parler de Huda Beauty, de Kayali, de Jisoo, de Glitch Beauty et de Cabal. Bref, on va faire un tour de l'actu sur ce qui se passe en ce moment. Étant donné que les gossips sponsors ne sont pas des vidéos sponsorisées et que bien au contraire, ça m'empêche d'avoir des contrats avec des marques puisque je décrypte leur marketing et que je les mets en incohérence bien souvent avec leur argumentaire marketing par rapport à leur composition, n'hésite pas à liker, commenter, mais surtout booster la vidéo pour que je sois visible d'un maximum de personnes et que justement ces mêmes personnes ne se fassent plus avoir par le marketing. On est déjà à la mi-janvier et c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de gossip sponsor au mois de décembre pour la simple et bonne raison que les marques au mois de décembre, elles sont vraiment concentrées uniquement sur Noël, sur faire des ventes au niveau de Noël. Il n'y a pas eu tellement de sorties produits et ça a plutôt repris à cette mi-janvier. Et pour bien commencer l'année, Kayali, donc cette fameuse marque de parfum dont je t'ai déjà parlé dans quelques revues de parfums à ce sujet, a sorti le Kayali Café à Dubaï. Donc tu pourras bien entendu te prendre un café, tester des parfums, avoir des boissons avec une certaine thématique, le tout dans un environnement hyper girly. Et c'est hyper intéressant parce que ça reprend vraiment l'expérience client, l'expérience dont je t'ai parlé dans le précédent Gossip Sponsor, notamment avec la collaboration Aya Nakamura Lancôme qui était autour justement de cet imaginaire du café, de la barista. Et là, on reproduit exactement la même chose pour des parfum. C'est dire à quel point, en fait, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo sur la foodification. De plus en plus, aujourd'hui, les marques, pour vendre, associent leurs produits à de la consommation directe, que ce soit des cafés, des pâtisseries, ce qu'on ne voyait vraiment pas du tout par rapport à avant. La cosmétique devient mangeable. Alors, même si c'est que un pop-up, que le café n'est pas destiné à rester, on se rend compte que finalement, c'est une stratégie qu'adoptent énormément de marques, justement, pour se promouvoir au public, pour donner justement des points d'accès, pour faciliter le consommateur à rentrer dans ce microcosme, à rentrer dans l'univers de la marque avec un appât qui est la nourriture. On a l'impression qu'on est des petits chiens avec le fameux réflexe de Pavlov. Et forcément, c'est cohérent pour Kayali puisque dans l'imaginaire collectif, on a souvent dans les magasins de parfums ou les parfumeries tout simplement à disposition des petits grains de café pour entre guillemets faire reset sur notre olfaction, pour remettre à zéro notre nez pour pouvoir ressentir des nouveaux parfums. Vraiment, la marque Kayali, c'est une marque qui a énormément de visibilité en termes de parfumerie. Leur marketing fonctionne et tant mieux pour eux. D'ailleurs, pour rester dans l'univers justement de Huda et Mona Kattan, Huda a sorti récemment, a repris en fait tout l'univers de Rhode avec son fameux gloss imprégné directement dans la coque de téléphone, a sorti sa Baked Powder en version pressée. Et comme on peut le voir justement sur les contenus, maintenant la poudre s'intègre directement à ton téléphone pour l'avoir à chaque fois que tu as besoin de faire une retouche. Alors ça me laisse un petit peu perplexe parce que je trouve ça vraiment pas du tout pratique, c'est vraiment encombrant, tu peux plus poser ton téléphone sur une table. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose qui est destiné à faire parler sur les réseaux sociaux en reprenant en fait ce marketing qu'a mis en avant Rhode pendant des années. Alors autant le lipstick directement dans la coque, je trouvais que ça s'intégrait voilà, de façon quand même un petit peu plus cohérente, que c'était un petit peu plus pratique et c'est vrai qu'on a toujours besoin de remettre du baume à lèvres. Se repoudrer le nez, c'est quand même un geste qui est connu depuis un sacré nombre d'années maintenant, mais je sais pas si on avait besoin en fait de se le coller comme ça directement sur le téléphone. Et au-delà de ça, dire que Huda est un génie pour avoir collé ça, bon, pour le coup je suis un petit peu dubitative. Bon, en tout cas, coup marketing extrêmement bien réussi puisque c'est un produit qui est hyper visible, qui peut créer justement la polémique parce que y a des gens comme moi qui vont dire que c'est absolument inutile, voire même encombrant. Donc c'est quelque chose qui veut faire parler, qui a énormément de visibilité sur les réseaux sociaux, compte tenu notamment de tous les likes, de toute cette visibilité. Voilà, c'est vraiment des produits qui font énormément parler, qui sont envoyés en DM, on le voit, ça crée de l'engouement, ça crée de la discussion. Mais qu'est-ce qu'en dit la composition? Et bien quand on va sur le site justement de Sephora, c'est à environ 40 € les 8,50 g de poudre. On est donc sur un mica de
de la synthétique fluorgopite qui sont voilà, des micas synthétiques, de la silice, donc jusque-là quelque chose de plutôt naturel, et ensuite on tombe tout de suite dans du diméthicone, donc qui n'est autre qu'un silicone. Après la compo ça va et on va retrouver un phényltriméthicone qui est un autre silicone qui va en fait permettre de flouter le teint, de poudrer, mais voilà, surtout de flouter les ridules, les pores, les imperfections qu'on pourrait avoir. Il faut savoir que Huda, depuis des années, elle vraiment prône justement le fait de ne plus retoucher les photos pour vendre des produits make-up, et ça c'est hyper bien, c'est vraiment une position qu'on a vue très très peu dans l'industrie cosmétique et c'est hyper rafraîchissant, mais du coup elle, ce qu'elle souhaite, c'est justement de mettre en avant un filtre pour la peau, de flouter la peau, mais version IRL. Et comment elle s'y prend dans la majorité en fait de ses produits cosmétiques, elle utilise justement beaucoup de silicone sous différentes textures, sous différentes formes, sous différentes viscosités pour apporter beaucoup de glissant et de floutant à la peau pour créer un filtre IRL. Et en gros, c'est ça que tu vois dans ces contenus, c'est pas du tout un filtre, c'est effectivement le pouvoir lissant des silicones. Donc personnellement, payer 40 € pour des silicones, pour une compo, voilà, je suis pas emballée. Honnêtement, je suis pas emballée. 40 € une poudre avec des silicones qui floutent les pores, ça existe depuis des années chez d'autres marques en promo en zone ireuse, et personnellement je ne souhaiterais pas mettre autant dans une poudre, quand bien même elle lisse toutes mes imperfections, toute ma peau avec ses petites irrégularités. Je sais pas ce que tu penses du coup de la composition de Huda Beauty. C'est vraiment une marque à canaliser toutes les trends, qui réussit vraiment à sortir son épingle du jeu. Vraiment, elle est ultra visible et ça c'est bien pour elle. Après c'est vrai que son audience, et en tout cas ce que Huda recherche, c'est vraiment le filtre Snapchat dans la réalité. Donc quelque part ça fait sens qu'elle utilise des silicones. Malheureusement c'est pas ce que je souhaite utiliser actuellement. On va continuer avec les marques qui ont énormément de visibilité, et je vais encore une fois te parler de Jisoo. Donc Jisoo saute absolument sur toutes les trends et ça c'est vraiment très flagrant, à un tel point que Jisoo se met au laboubou. Et oui, récemment une campagne pub que j'ai vu passer, c'est Jisoo qui crée ces petites figurines à accrocher à son sac à main pour encore et gagner toujours plus de visibilité. Elle veut de la visibilité IRL en ayant justement les petits laboubou-like collés à son sac à main. Alors est-ce que c'est une stratégie pertinente ou pas? Personnellement, je n'ai pas porté de laboubou en 2025 et je ne pense pas devenir un panneau publicitaire ambulant pour une marque en portant délibérément un objet purement marketing et purement dédié à faire de la pub. Personnellement, je trouve que cette tendance, voilà, elle va vieillir très vite, elle va vieillir très mal. Et puis en plus de ça, c'est une stratégie que beaucoup d'autres marques reprennent, pas seulement dans le cadre de la beauté, mais tout le monde y va de ces petites charms, de ces petites choses à accrocher à son téléphone, à accrocher à son sac à main, à accrocher à son portefeuille pour justement avoir de la visibilité IRL à chaque fois qu'on va sortir son sac, son portefeuille, etc. Donc c'est quelque chose qui me met fondamentalement pas hyper à l'aise, ça me donne pas envie d'acheter ça ou d'acheter un produit pour avoir ce goodies là. Je suis pas emballée, mais en fait on ressent surtout que Jisoo c'est une marque qui adopte vraiment voilà, toutes les trends au même titre que Aromazone, et c'est normal parce que Jisoo et Aromazone sont détenus par le même fonds d'investissement qui n'a d'autre but que de faire un maximum de cash par tous les moyens. Et on le voit bien, Jisoo s'appuie avant tout sur un storytelling de naturalité autour de la ruche, etc. Quasiment un miel de famille. Pour autant, les glosses à lèvres, etc. On est sur des compositions, ma foi, plus que passable, et il surfe là encore une fois sur la foodification. Je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo parce que pour le coup on y décrypte énormément de choses, et Jisoo c'est vraiment le maximum qu'on puisse faire en termes de foodification, puisque ils reprennent toute cette direction artistique du miel, de la ruche, que ce soit pour leur baume à lèvres, pour leurs soins capillaires, alors qu'il y a très peu de miel à l'intérieur, et c'est dans une quantité assez anecdotique. Et globalement, ce qui prédomine dans les compositions, ce sont des ingrédients chimiques, des ingrédients, ma foi, très classiques, qui n'ont pas de réelle valeur ajoutée, qui n'ont pas beaucoup de naturalité pour la plupart des ingrédients qu'elle utilise dans ses formulations. Et on sent vraiment que c'est une marque qui est là et qui survit grâce au marketing, grâce à l'image de marque et à la perception et à ce rêve qu'elle vend à son audience finalement. Je sais pas ce que tu penses de cette tendance là des laboubou, mais moi je fallait
pas quoi, c'est pas... Next news, on va parler de l'icône des années 2000 qui n'est autre que Buffy contre les vampires, aka Sarah Michelle Gellar, je sais pas comment on le prononce, pour moi c'est Gellar, mais bon. Une sponsor que j'ai vu passer comme ça, elle est en collaboration avec une gamme skincare dont j'avais jamais entendu parler, qui ne me dit d'ailleurs trop rien, je ne l'avais jamais vue auparavant, et c'est une collaboration qui, ma foi, a été hyper bien accueillie. Et alors moi je suis un petit peu perplexe parce que regardant le produit, je me suis dit mais est-ce qu'on se moque pas un petit peu de nous? Mais ça, passons. En fait, pourquoi cette collaboration a été aussi bien accueillie, c'est parce que cette publicité, en fait, est réalisée sans aucun filtre. On voit la peau de Sarah Michelle Gellar, vraiment sans filtre. On voit ses ridules, ses rides d'expression. On voit effectivement qu'elle a vieilli. D'ailleurs, elle commence sa phrase par je ne souhaite plus avoir 20 ans. Sous-entendu, la jeunesse éternelle, c'est pas intéressant, c'est pas ce que j'aime. Elle, ce qu'elle veut, du coup, c'est des soins qui l'amènent à vieillir le mieux possible. Et j'ai trouvé ça un petit peu curieux. Pourquoi? Il est fort probable que Sarah Michelle Gellar, elle ait fait quelques procédures esthétiques, que ce soit du botox, des injections, ou alors des choses comme de la radiofréquence, de la thérapie par les LED, du IFU. En fait, il y a tellement de procédures esthétiques dans ce monde que j'aurais pas assez d'une vidéo entière pour les lister, et surtout, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Et les gens l'ont vraiment acclamé quand on regarde les commentaires. Je suis très contente de voir un visage naturel qui promeut de la skincare anti-âge. Des personnes qui disent à ce jour, je porte toujours le mascara qu'elle avait promu en 1999. C'est pour dire qu'il y a des gens qui la suivent depuis un sacré moment quand même. Un tonnerre d'applaudissements pour le fait de ne pas utiliser des filtres et des trucages. C'est hyper rafraîchissant de ne pas voir un visage flouté pour une marque de skincare. Vraiment, la publication, quand on regarde les stats, il y a quasiment 50 000 likes, 700 commentaires, 1300 envois en DM. C'est hyper intéressant. Les gens ont énormément apprécié et c'est d'ailleurs assez surprenant de voir que les personnes ne soulignent pas le fait qu'elle ait eu recours sûrement à des procédures esthétiques et que ce n'est pas seulement cette crème qu'elle utilise. D'ailleurs, cette crème qui est vendue au prix de 36 $, je crois. Voilà, 34,99 € sur Amazon. Alors, je sais pas s'il y a des personnes anglophones qui utilisent cette crème. Je serais très curieuse d'avoir ton avis dessus et surtout d'avoir un retour sur la valeur perçue de ce produit parce que c'est ça avant tout qui m'intéresse. Personnellement, moi, ça me vend pas du tout du rêve. Je suis pas du tout sensible ni au packaging ni aux promesses marketing de ce produit. Et surtout, quand je regarde la composition, on est donc sur de l'eau, de la glycérine, isohexadécane, donc est une huile minérale, de la niacinamide, c'est intéressant, un isopropyl isostéarate, donc est un émollient, puis un diméthicone et du panthénol. Donc le diméthicone pour lisser les ridules, pour les combler et pour limiter les pertes en eau, mais ça reste un silicone. Ce qui est intéressant, on nous parle de collagène. Alors pour le coup, moi je ne vois pas de collagène à l'intérieur de cette composition. Je vois en revanche le palmitoïl dipeptide 7, le palmitoïde pentapeptide 4 et le tripeptide 3 qui sont effectivement des peptides qui sont hyper intéressants à voir dans sa skincare. J'espère qu'ils sont dosés suffisamment dans la composition pour avoir un effet vraiment intéressant. On va retrouver de l'éthylhexyglycérine et l'hydroxyacétophénone qui sont en fait un combo de conservateurs qui sont désormais utilisés notamment dans des produits de K-Beauty pour se substituer aux parabènes et au phénoxyéthanol. Et là en fait ce qui est assez perturbant c'est qu'après on va retrouver du disodium EDTA, du diméthiconol donc qui est un silicone. Le disodium EDTA il s'accumule dans l'environnement, il a du mal à être filtré etc. À éviter le plus possible. Un PEG100 même s'il est tout à la fin de la listing key, donc si on a 0,01% c'est le bout du monde. Mais on va également retrouver encore un autre conservateur qui n'est autre que le phénoxyéthanol en plus des deux autres en début de listing key. Je suis un peu perplexe de parler d'une gamme anti-âge sans mettre du rétinol. Et d'ailleurs quand je regarde les autres produits de la gamme, notamment le produit à la vitamine C, on n'est pas sur une vitamine C pure, mais bien un ester de vitamine C mieux toléré par la peau certes, mais qui a moins de possibilités d'activité et surtout de preuves scientifiques sur la peau. Donc c'est là qu'on comprend que se montrer sans le moindre filtre avec sa peau telle qu'elle est, ça plaît de plus en plus aux viewers, aux consommateurs et justement ils ont applaudi cette collaboration-là dans ce sens-là. Effectivement, c'est rafraîchissant, mais ça devrait être la norme. En tout cas, je sais pas ce que tu penses de cette collaboration. Perso, ouais, je trouve que c'est rafraîchissant, c'est sympa de la acheter. Absolument pas. Autre collaboration à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Netflix et Dove. En gros, Netflix a fait appel à Dove pour promouvoir sa série Bridgerton. Visiblement, d'après ce que j'ai compris, Dove aurait développé des senteurs spécifiques
pour la série avec 4 gammes différentes et 4 senteurs différentes pour faire une collaboration entre les deux marques pour à la fois promouvoir les nouveautés Dove et à la fois promouvoir Bridgerton. Je trouve que globalement l'identité visuelle colle assez bien. Collaboration totalement inattendue pour ma part, mais je dois te dire que j'ai envie d'acheter. Alors oui, c'est un petit peu improbable que je te dise que j'ai envie d'acheter du Dove, mais quand je vois ce petit savon bleu là, l'odeur elle a l'air d'être trop cocooning, trop poudrée, je sais pas, enfin en tout cas ça me donne envie. Alors évidemment composition pas naturelle, il y a du parfum, c'est Dove quoi. Mais ma foi, je trouve que ça match plutôt bien, c'est plutôt intelligent d'ailleurs je trouve comme collaboration. Ça sort des sentiers battus, on les attendait pas du tout à cet endroit-là. Je sais pas comment leur est venue justement l'idée de cette collaboration, puisqu'on le sait, Netflix a déjà collaboré, je sais plus si c'était avec Bershka ou Stradivarius pour une collection Bridgerton. Ils sont là où on ne les attend pas et effectivement c'est assez intéressant. Si ça avait été dispo en France, je pense que j'aurais été acheter des savons. Ouais, je pense que j'aurais succombé à cette collaboration. Alors, mention spéciale tout de même pour les packaging de déodorant homme de chez Dove. J'ai vraiment l'impression de voir de l'AdBlue, du liquide de refroidissement et du liquide de frein. Voilà, ou de l'huile moteur. Je sais pas. Alors, autant la direction artistique avec Bridgerton, je la trouve magnifique, autant là, je suis très perplexe. Pourquoi aurait-on envie de confondre son déodorant avec de l'huile moteur? Je sais pas. Autre collaboration qui visiblement a beaucoup surpris. Ce n'est autre que la collaboration Glitch Beauty avec Cabal, la marque de Marion Caméléon et Enjoy Phoenix aka Marie Lopez. C'est une collaboration qui a fait énormément débat. Alors moi je trouve qu'elles ont très bien joué l'effet d'annonce. Il y a vraiment eu un travail en amont justement pour annoncer ce live TikTok. Il y a vraiment eu énormément de visibilité justement sur leur projet en commun et j'ai trouvé que c'était assez bien fait. Ça a attisé la curiosité. On le gardait en tête. Il y avait des rappels assez récurrents, que ce soit en story, post Instagram, TikTok. Donc pour le coup, je pense qu'on était tous au courant qu'il allait se passer quelque chose et ça c'est très bien de leur part parce que c'est vrai que c'est de plus en plus difficile d'avoir cette médiatisation, cette visibilité. Et justement, je n'attendais pas Marion Caméléon avec Enjoy Phoenix. Je voyais pas trop comment leurs univers pouvaient matcher toutes les deux. Et c'est vrai que lorsque le live TikTok a été révélé, il y a beaucoup de gens qui ont été assez surpris. Et c'est ce qui a créé tout le débat, toute la polémique, puisque d'après ce que j'ai compris, il y avait beaucoup de personnes qui attendaient un produit en co-développement avec Marion Caméléon et Enjoy Phoenix. À un moment, j'ai cru qu'il y allait avoir peut-être un soin teinté justement pour couvrir l'acné, pour masquer voilà toutes ces petites cicatrices, notamment avec du soin, puisque une des tendances 2026 dans la beauty, ça va être les produits, le maquillage dermo-cosmétique, dermo-skincare, voilà, make-up, donc des produits qui vont prendre soin de ta peau, mais en même temps qui vont camoufler ce que tu ne veux pas voir. Je pensais vraiment qu'on allait allier en fait ce monde de la skincare et du make-up pour proposer notamment un produit teint, je vous avoue. Et quand le live TikTok a été annoncé, il y a beaucoup de gens qui ont été tout simplement assez perturbés, assez dubitatifs. Pourquoi faire autant monter la sauce, avoir un effet d'annonce aussi gros pour quelque chose aussi entre guillemets simple qu'un live TikTok? Alors c'est vrai que si elles n'avaient pas communiqué dessus, je ne pense pas que le live TikTok aurait eu autant de visibilité. Et c'est le jeu des médias, il faut occuper le plus d'espace possible pour pouvoir se faire entendre. Et c'est malheureux à dire, mais je suis aussi très consciente que ça fait des années que je parle de porosité, j'en parle de long en large en travers, et je pourrais continuer à faire les mêmes vidéos encore et encore pour parler de porosité, pour déconstruire les mythes autour du verre d'eau, alors que c'est déjà des contenus que j'ai fait. Mais effectivement, il y a ce truc de sur les réseaux, il faut se répéter encore et encore. Et je pense que c'est tout simplement ce qui a amené à faire autant de promotion autour de ce live TikTok. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont été déçus, ce qui a même amené à une polémique pas possible avec Gaëlle Garcia Diaz, parce que voilà, elle a catalysé justement toutes ces interrogations que les gens ont eues. Mais cependant, j'aimerais souligner qu'il y a quand même des gens voilà, qui disent détester TikTok, qui ont tout de même installé l'application pour participer au live et pour regarder, et qui disent que les lives sont vraiment super. Entre les ventes, les intervenants, les jeux, les coulisses et ce qui se passe autour d'elle avec son équipe, des personnes sympas dans le chat, c'est toujours marrant. Ils arrivent toujours à faire un échange vrai avec nous, répondre aux questions sur plein de sujets, donner plein de conseils. N'ayez pas peur, vous pouvez installer l'appli sans jamais l'ouvrir, utilisez juste la notification pour recevoir le début du live. Et en fait, ce qui est vraiment
intéressant, c'est qu'on passe un moment privilégié en direct avec quelqu'un qu'on connaît seulement en vidéo. C'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est vraiment instantané et j'ai même eu des réponses directes à mes questions et j'étais joie. Je cite voilà le commentaire qui est ici. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on le sait, en 2026, les live TikTok vont devenir quelque chose de totalement normal et ça va vraiment rentrer dans nos modes de consommation. Moi, la première, j'étais, je crois, une des premières personnes en France à organiser des lives, alors pas TikTok pour le coup, je me souviens c'était avec WAM Cosmétique, on avait fait un live pour justement répondre à un maximum de questions, un maximum d'interrogations pour justement parler des produits, qu'est-ce qu'on peut faire comme recette, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qu'il faut, voilà, pour maximiser. Et c'est vrai que c'était la première fois que je le sais. Au contraire, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a cet échange en one-to-one, en direct, et ça me permet aussi de mieux comprendre les produits et d'avoir quelqu'un voilà, qui répond direct à ta question. Et pour l'instant, j'ai déjà acheté sur TikTok Shop et je suis, moi, la première surprise d'avoir succombé comme ça dans un live TikTok parce que c'est pas du tout dans mes modes de consommation. Il se trouve que j'ai vu une robe et grâce aux réductions TikTok Shop, etc., j'ai pu l'acheter à 14 € et j'ai reçu la robe et la robe est très bien et c'était pas une robe que tu pouvais trouver sur Shein, sur AliExpress, j'ai vérifié. Donc voilà, moi la première, mes habitudes de consommation changent, au contraire, voilà, TikTok Shop c'est quelque chose qui bientôt je pense va s'inscrire dans nos modes de consommation. D'ici un an ou deux, tout le monde trouvera ça absolument normal de faire des lives et je pense que les marques qui ne s'y mettront pas auront du mal à perdurer justement parce que les lives ça permet entre autres, d'évangéliser sur l'utilisation d'un produit. Par exemple, pour citer une marque très précise, Lauker, c'est un produit qui nécessite une certaine éducation pour savoir l'utiliser, au même titre que, par exemple, K18 ou Olaplex. Et typiquement, je trouve que c'est des stratégies intéressantes à mettre en place, notamment avec comme ces trois marques-là, pour expliquer comment on fait pour appliquer ces produits. Et peut-être que les produits de Marion Caméléon nécessitent une certaine, entre guillemets, éducation pour tirer profit un maximum du produit ou pour montrer différentes techniques d'application. Je pense là notamment à une peau jeune et à une peau mature. Comment utiliser le même produit pour avoir un rendu intéressant dans les deux cas, puisqu'un contour de l'œil mature, d'un anti-cerne, on est d'accord, c'est pas la même chose. Donc dis-moi ce que tu as pensé du coup de cette collaboration entre Marion Caméléon et Marie. Je suis pas voilà consommatrice des lives TikTok Shop. J'ai pas spécialement regardé leur live parce que j'étais pas dispo à ce moment-là. Je comprends néanmoins qu'il y ait des personnes qui étaient un petit peu surprises parce qu'elles s'imaginaient des trucs de fou en termes de collaboration. Mais finalement, je pense qu'il y a quand même une certaine partie de l'audience qui a assisté au live qui était au final très très contente. Et dernier gossip. Alors c'est pas vraiment une sponsor, mais ça m'a laissé un petit peu perplexe. Pourquoi? Parce que tu vas le comprendre dans quelques instants, mais c'est quelque chose que je ne peux pas développer dans un réel ou dans une story de 1 minute 30. Il me faut un petit peu plus de temps pour te parler de tout ça. Je vais parler de deux créateurs de contenu, Magic Cosmétique, que vous avez peut-être déjà vu passer, et Charlie Salvatore. Ce sont deux créateurs qui évoluent dans la beauty sphère et qui parlent de maquillage. Ce qui est intéressant quand on va sur leur profil, c'est que Charlie se décrit comme un beauty expert et Morgane qui se met en avant ici comme quelqu'un qui normalise le maquillage à petit prix. Elle a sa patte bien à elle. En fait, elle utilise du rage bait, donc c'est-à-dire de l'appât à la haine, puisque les premiers mots dans ses contenus, c'est littéralement ferme ta gueule. Le maquillage à petit prix, c'est pas de la bonne qualité. Ferme ta gueule. Et donc forcément, ça, c'est un stop crawler absolument incroyable puisque tu es là, mais comment ça, tu me dis de fermer ma gueule? Et là, elle enchaîne sur ses contenus que je te laisse regarder et qui sont extrêmement visuels, extrêmement parlants. Et quand on regarde ces contenus, ils sont énormément appréciés puisque dans la majorité du temps, ils cartonnent, ils font des millions et des millions de vues, des centaines de milliers de likes et globalement, les gens la remercient pour trouver ce qu'on appelle des dupes. Étant donné qu'on vit tous plus ou moins dans la France à Macron, on est ravis de trouver une créatrice qui se sort les doigts du cul pour rester dans le même registre pour nous trouver des produits extrêmement similaires, disponibles à moindre coût. Et d'un autre côté, on a Charlie donc, qui se présente comme beauty expert, qui nous partage son expertise, sa façon d'appliquer du fond de teint, etc., etc. Et donc, on a là deux créateurs dans des niches diamétralement opposées. On a la créatrice
petit prix, anti-bullshit, anti-marketing. Et on a le créateur qui promeut du maquillage premium avec cette désirabilité poussée à son paroxysme et l'expérience. D'un côté, on a la créatrice qui aide les personnes avec des revenus réduits à se faire plaisir, à avoir des résultats intéressants sans se ruiner. Elle voit le maquillage comme un outil extrêmement fonctionnel, extrêmement basique, et elle nous dit dans ses contenus d'arrêter d'être des pigeons. Tandis que Charlie, lui, il veut aspirer son audience à rêver. Il veut faire vivre une expérience. Le maquillage, il le promeut finalement comme un objet de désir, comme quelque chose qui le fait rêver, et c'est surtout hyper intéressant puisque ça marque ici le statut social de quelqu'un. Morgane répond à la question comment payer moins pour avoir le même rendu, et Charlie en gros te démontre pourquoi payer beaucoup plus pour la même chose, ça a quelque part du sens. Morgane en fait elle va éliminer toute la peur de l'achat, elle va éliminer le risque, parce que oui, quand Charlie promeut un fond de teint Victoria Beckham, d'ailleurs qui parle de qui est créé avec Augustinus Bader, je te renvoie à la vidéo sur Dua Lipa si tu veux comprendre comment ça fonctionne, quels sont les actifs intéressants, parce que je parle de Dua Lipa, Augustinus Bader et Victoria d'ailleurs dans cette Victoria Beckham dans cette vidéo. Quand on nous promeut un fond de teint à 120 € qui est littéralement le prix d'une vidange ratée chez Noroto parce qu'ils n'ont pas l'huile en magasin, effectivement tu peux te demander dans la France à Macron, mais qui a 120 € à mettre dans un fond de teint pour aller chez Noroto? Enfin voilà, ça n'a pas de sens finalement pour beaucoup de personnes. Et donc en fait, Morgane, elle élimine ce risque, parce que si tu te trompes de teinte quand tu achètes un fond de teint à 120 €, ça pique un petit peu pour la majorité des gens. Et elle le fait très bien avec ses contenus, puisqu'elle fait systématiquement des contenus comparatifs qui parlent à tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu veux vendre à des personnes qui sont riches ou du moins qui ont un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé, Charlie, il va beaucoup plus travailler son discours marketing sur, je sais pas, par exemple, le temps gagné, la qualité perçue du produit, la cohérence globale, l'exclusivité, la rareté des produits, il le dit très bien d'ailleurs dans son contenu, mais surtout que ça va renforcer ton statut social, ça va t'accorder finalement une certaine noblesse. Et c'est là où le contenu m'a vraiment fait tic. D'un côté, on a vraiment l'impression qu'il y a les gueux qui peuvent plus se payer du maquillage, et de l'autre côté qu'il y a la noblesse, les aristocrates qui peuvent se permettre de mettre 120 € dans un fond de teint. Honnêtement, je sais pas si un client, on va dire premium, qui achète des marques comme ça de luxe, sait pertinemment qu'il se fait avoir par le marketing, parce que comme Morgane le dit si bien, les compositions sont extrêmement similaires d'un point de vue naturel, d'un point de vue de naturalité, d'un point de vue écologique. Il est évident que les marques premier prix et les marques premium, pour on va dire le domaine du beauty, du luxe actuellement, on se rend bien compte qu'on achète surtout du marketing. D'ailleurs, on l'a bien vu avec l'étude de 60 millions de consommateurs où on met des pots de crème à dispo des gens sans packaging. Les gens vont préférer la crème Lidl contrairement à celle des grandes marques. Et ça, c'est ultra parlant. Quand on enlève tout le packaging, tout ce qu'il y a autour, toute la désirabilité du produit, le client ne va pas forcément choisir les formules qui sont les plus coûteuse. Et d'ailleurs, il y a un argument qui m'a fait tic. Soi-disant, Charlie dit qu'il y a 0 €, pour reprendre ses propos, dans la R&D. Or, pour formuler un produit, aujourd'hui un produit de beauté, c'est minimum 15 000 € pour créer son produit. En tout cas, si tu vas pas dans une marque blanche, si tu fais appel à un formulateur, on va dire classique. Donc, s'il y a quand même de l'argent qui est mis dans de la R&D. Alors oui, les formules ne sont peut-être pas incroyables, il n'y a peut-être pas d'actifs, waouh, mais au même titre qu'il y a des ratés, des lancements ratés, comme le gloss d'Aya Nakamura qui fait des fils comme ça, ce qui est, à mon sens, je trouve pas très pertinent de la part d'une marque comme Lancôme qui a quand même une grosse image luxe. Et en fait, ce discours premium, le fait de vendre des produits qui sont extrêmement chers, en fait, ça exclut de facto toute une partie des consommateurs. Et en fait, c'est l'exclusion de ces consommateurs qui crée quelque part de la désirabilité. Effectivement, c'est exactement ce qui se passe dans le domaine de l'automobile. Pour ma part, j'aimerais beaucoup avoir une Porsche. Pour l'instant, j'ai pas les moyens, mais c'est quelque chose qui me trotte depuis des années. Et si ça se trouve, quand j'aurai une Porsche, je serai ravie de rouler en C1, parce que la C1, tu peux la mettre partout, t'en as rien à faire, ça coûte pas cher, tu vas pas psychoter à l'idée que quelqu'un te raye ta voiture, et quand bien même si quelqu'un te raye ta voiture, c'est pas grave, comme dirait Chloé Gervais, patina, tu vois. Donc c'est exactement ce qui se passe dans le domaine du maquillage. Et là du coup, ce qui se passe dans ce contenu, c'est que ça renforce bêtement leur niche respective. Les gueux, si on veut, vont rester des gueux et vont se dire ce mec m'y prend vraiment de haut, et les gens qui peuvent se permettre de mettre 120 € dans un fond de teint, oui effectivement nous on est mieux. Et ça c'est
hyper visible dans le discours de Charlie, puisque on comprend bien qu'il essaye de hiérarchiser les gens. Il compare boutique vs grande surface, il parle de service personnalisé vs le fameux bac immonde dans lequel il a dû mettre ses petites mimines pour chercher sa teinte, des éditions limitées vs des produits de masse, un packaging qui fait rêver vs un carton fonctionnel. Et pourtant, le carton est beaucoup plus écologique que le packaging en plastique. Et en fait, il démontre à quel point le choix d'adopter un maquillage de luxe, quand bien même la composition est extrêmement similaire aux produits conventionnels classiques, te place quelque part plus haut dans ton statut social, dans la valeur que tu perçois d'ailleurs de toi-même. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il s'attarde pas du tout sur le pourcentage d'actifs, sur le pourcentage entre autres de naturalité qu'il pourrait y avoir, ou même des ingrédients similaires qu'il peut y avoir entre certains produits. Et là, je pense notamment à la marque Rare Beauty, qui a, je crois d'ailleurs, beaucoup inspiré The Doll Beauty avec sa marque, mais visiblement les formulations d'ailleurs sont extrêmement similaires. Charlie va beaucoup insister sur le rituel, sur le lieu de l'achat, sur le fait qu'il se sente important quand on lui emballe son blush, cette sensation de rareté, de confort et ce récit tout autour du produit. Lui, ce qu'il cherche, c'est de l'expérience premium, pas un résultat maquillage. Il y a beaucoup de produits de luxe qui sont fabriqués en Chine et plus qu'on ne le pense, puisqu'il suffit tout simplement de faire fabriquer une bonne quantité du produit et seulement de coller la petite broche Yves Saint Laurent sur le packaging pour dire que ça a été fabriqué en France. Entre autres, ça c'est quelque chose qui existe. Il parle notamment d'ingrédients standards, beaucoup d'ingrédients qui sont standards aujourd'hui dans la cosmétique en France, donc j'ai du mal aussi à comprendre cet argument. On a vraiment l'impression qu'il veut filtrer un maximum sa communauté pour gagner un maximum d'engagement lorsqu'il fera des placements produits. Pourquoi ? Puisque si on élimine, entre guillemets, les gueux qui peuvent pas se payer un fond de teint à 120 €, les personnes qui ont cet argent, qui vont rester sur son contenu, vont pouvoir acheter beaucoup plus facilement et ainsi augmenter son ROI. Et il y a toute cette idée reçue sur le fait que les dupes, c'est mal. Faut savoir que la copie, la reproduction, ça a toujours existé, ça depuis des milliers d'années, que ce soit dans la mode, dans la parfumerie, dans le make-up, et encore plus dans un contexte où économiquement, de façon mondiale, c'est extrêmement tendu et les gens vont couper des dépenses directement aux postes les plus futiles, et là notamment le maquillage. Et d'ailleurs, à propos du fait qu'il y aurait des ingrédients cheap, il faut sachez que, par exemple, pour les silicones, il y a des silicones, donc admettons diméticone, il y en a des très cheap et des beaucoup plus qualitatifs. Voilà. Il faut sachez ça aussi. Donc il y a différentes qualités d'ingrédients. Et donc même là, si on n'a pas la qualité d'ingrédients qu'on a choisi chez le fournisseur, difficile de dire que est-ce que ce diméticone est très cheap. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un silicone et que c'est pas très naturel. En tout cas, je sais pas ce que t'as pensé de ce contenu. Perso, je le trouve, j'ai été extrêmement mal à l'aise de voir ça et effectivement, il me fallait un petit peu plus de 1 minute 30 pour développer. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo avec moi. N'hésite pas à booster, liker et partager cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour la partie 2 de K18.